disait, la première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. En vrai, c'est un peu pareil chez nous. On vit dans la peur de réussir, dans cette frayeur. Enfin, plus pour moi. Il y a bien longtemps, mon arrière-grand-père est passé de fils d'ouvrier à ingénieur. Ma grand-mère, sa fille, est née en bas des Tarterets il y a 81 ans, alors on a dépassé tout ça. D'ailleurs, c'était sûrement plus facile pour nous. Aujourd'hui, les obstacles se multiplient en fonction de ta mélanine, de la cité où tu as grandi, de ta foi. Bref, une équation crasse d'intolérances qui font mal au crâne. Pourtant, il y a tant de résilience en banlieue. Les habitantes et les habitants se relèvent après chaque déception, après chaque drame. Il y a ce putain de plafond de verre au-dessus des têtes, mais il y en a aussi tant qu'il éclate, tant qu'ils nous représentent, vous représentent, leur mettent des claques. Nous, vous, ils, mais qui sont-ils et qui sommes-nous ? Manque d'équilibre, des accords flous, bloqués dans les moules et moulés dans des blocs. Faudrait une prise de conscience, un déclic, un choc. Et si d'une seule voix nous agissions ensemble, pour plus de justice bien au-delà des grands ensembles. Car si réussir c'est acquérir un statut, je préfère échouer aux yeux de cette société qui tue. Et si réussir c'est écraser mes frères et sœurs, je préfère échouer en luttant de tout mon cœur. Les parcours d'hommes et de femmes de nos quartiers sont autant de chemins possibles à emprunter. Quelles que soient tes envies, les rêves auxquels tu aspires, il n'y a qu'une chose à retenir. Nous sommes toutes et tous voués à réussir. Si je t'ai convoqué aujourd'hui, c'est pour que l'on parle de ton avenir scolaire. J'ai vu sur ta fiche que tu souhaitais aller en général et notamment en L. Tu es passionné d'écriture, c'est ça? Malheureusement, d'après ton dossier, ça va vraiment être compliqué. C'est voué à l'échec. Je viens d'un quartier en fait où comme je te dis, il y a plus de 70 nationalités, donc c'est des ambiances où tu échanges beaucoup, où tu as beaucoup de culture, donc il y a pas mal de brassage. C'est un milieu similaire à celui où on est actuellement, c'est un milieu urbain, voilà, une cité classique proche de la banlieue parisienne. C'est l'environnement qu'on peut rencontrer dans n'importe quel quartier de France aujourd'hui. Le soir, quand tu arrives dans le quartier et que tu vois des jeunes en bas, tu as ceux qui font de la moto, ceux qui discutent, ceux qui jouent, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est cet environnement-là, quoi. Je suis issue d'une fratrie de 5, famille d'origine marocaine avec voilà, aussi parcours assez classique, des parents donc, qui sont arrivés dans les années 70, qui nous ont toujours poussés à réussir à l'école, ou en tout cas qui nous ont essayé de nous donner les clés pour réussir à l'école. Mon père était peintre en bâtiment et ma maman femme de ménage, donc ils n'avaient pas forcément un réseau et beaucoup de choses au niveau scolaire à nous apporter, mais par contre ils nous apportaient énormément de valeurs pour qu'on puisse justement réussir au niveau scolaire. Ma mère vient d'Algérie. Elle est issue d'une famille nombreuse et en fait auparavant elle occupait le poste d'avocate en Algérie. Elle a sacrifié entre guillemets sa vie, donc sa famille, son travail et ses amis pour s'installer en France avec mon père et se consacrer pleinement à notre éducation. On va dire prolétaire entre guillemets, ou voilà, avec très peu de moyens, mais pas malheureux. C'est beaucoup d'échanges dans la famille. C'est des quartiers où effectivement, écoute, t'as peut-être une vingtaine de familles que tu connais qui vivent dans la même cage d'escalier. Donc c'est énormément d'amis, énormément de connaissances. Je suis issu d'une fratrie de 5 enfants, donc ce qu'on appelle une famille nombreuse. Je suis l'aîné de la fratrie. Et donc voilà, un environnement plutôt agréable. Voilà, j'échangerais pour rien au monde cet environnement et le fait d'avoir grandi, parce que c'est un environnement qui nous inculque de grandes valeurs, telles que la solidarité, l'entraide, la découverte aussi de la culture de l'autre, la débrouille. Voilà.
suis marocaine de mes 2 parents et j'ai jamais vu ça comme une faiblesse. Ce que mes parents ont fait de bien, c'est qu'ils m'ont toujours appris que c'était une richesse, que ce soit en termes de langue, en termes de culture, en termes de, voilà, des vacances qu'on passait en été au Maroc et de ce que ça pouvait nous apporter. Et ils ont fait un bon travail de déconstruction en fait, des clichés, des tares ou des stigmates qu'on peut avoir quand on grandit dans un pays qui a une culture différente. C'est une très grande force. Alors, communément, on parle de double culture. J'aime pas trop ce terme parce que pour moi, c'est une culture à part entière. Pour moi, c'est 2 fleuves qui se rencontrent, qui n'en forment plus qu'un. Donc, on a des influences de la culture de nos parents, de la culture dans l'environnement où on a grandi, c'est-à-dire en France. Et du coup, ça forme une culture hybride à cheval entre la France, l'Occident et l'Afrique, le Sénégal. Moi j'en ai fait une force parce que notamment au lycée j'ai pu choisir arabe en LV3 et je l'ai passé en option. C'est hyper important et d'autant plus important que maintenant j'ai des enfants et je revendique aussi beaucoup mes racines africaines. Parce que si tu veux construire ton avenir, justement, tu as besoin de savoir qui tu es, tu as besoin de connaître tes racines et je pense que tu vois, si tu veux vraiment te construire en tant qu'homme, en tant que personne, il faut vraiment déjà être fier de ce que tu es. Ça, c'est super important. L'école, pour moi, c'est vraiment un vecteur très intéressant, déjà en termes de culture et d'accès en fait, à la culture. Parce que moi, dans mon quartier et puis dans mon origine, dans ma famille, etc., j'avais pas forcément un accès à la culture française. Voilà, on n'allait pas forcément voir des expositions ou lire certains livres, etc. Et c'est vrai que l'école, elle m'a permis de faire des choses ambitieuses au niveau culturel, de visiter des monuments, de visiter des expositions, des musées, etc. Honnêtement, c'est surtout pour avoir voyagé un peu et puis pour avoir de la famille un peu, on va dire, entre guillemets, analphabète. On se rend compte que ça a quand même son importance. Ça nous aide à apprendre comment, par exemple, construire un projet, comment justement faire un écrit. Ça nous apprend justement Voilà, donc essentiellement, moi, par rapport à mes activités que j'ai pu faire après, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça m'a servi et que si j'avais été plus loin, ça aurait pu aussi mieux me servir. L'école m'a appris à parler correctement, parce que quand on vient d'une cité, on emploie des mots qu'on ne peut pas aujourd'hui employer dans le monde professionnel. Et du coup, l'école m'a appris à grandir, à mûrir. Que m'a appris l'école ? J'ai envie de dire l'expression. Je trouve que l'expression, c'est vraiment ce qui est au centre de la vie d'un citoyen. Savoir se défendre, savoir exprimer ce dont on a envie, pouvoir le faire quand on en a envie. Je pense que c'est la meilleure des armes. La théorie, ça nous aide aussi à gagner beaucoup de temps et aussi à aller droit au but. Donc c'est dans la pratique que je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un côté théorique qui était important. La moralité dans beaucoup de choses, c'est qu'on se dit ouais, voilà, peut-être que si, c'est pas peut-être, c'est sûr. Si j'avais fait ce qu'il fallait, j'aurais pu aussi, ça m'aurait ouvert des portes, ça m'a permis aussi d'avoir un bagage plus costaud pour pouvoir mener à bien certains projets. Quand t'as une maman qui est à la maison et que t'as un papa qui travaille, qui enchaîne les 3-8, qui n'a pas vraiment de perspective d'évolution dans sa carrière, tu te dis bah c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et lui il t'explique que voilà, si tu veux avoir un avenir, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois bon à l'école. L'école, c'est une des premières rencontres entre les jeunes, les enfants et la République, la France. En fait, c'est là que tu jauges un peu comment on te traite dans ton pays. Genre, moi j'avais certains profs qui étaient géniaux, qui s'investissaient beaucoup, et j'avais certains profs qui nous faisaient retourner les tables et enlever les chewing-gums. Et en fait, aussi les profs, c'est les premières personnes qui te donnent vraiment conscience de ce que tu peux faire après. Donc quand tu as un prof qui, pour toi, il n'a aucune ambition, il se dit vas-y de toute façon, elle va faire un CAP ou j'en sais rien,
ça conditionne un peu le reste de ton parcours. Alors avec mes camarades, c'était une relation qui était assez fraternelle parce que forcément on a grandi ensemble, on a les mêmes souvenirs, on partageait énormément de choses, de galères, donc de très très bonnes relations. Et au niveau de mes profs, c'est assez surprenant, moi j'ai quand même eu de très très bonnes relations avec mes professeurs. Euh, on s'est très 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 bien entendus, c'était toujours une relation où en fait mes professeurs ont découvert que j'avais malheureusement des difficultés, mais que je voulais réussir dans la vie. Et du coup, en fait, j'ai eu beaucoup de professeurs qui m'ont soutenu, tant bien dans la vie pro que dans la vie perso. Il y avait ceux qui faisaient ça par passion et qui étaient vraiment là pour accompagner les jeunes, pour essayer de les pousser au maximum. Ils sont rares, mais ils existent. Il y a les profs aussi qui font leur travail, mais voilà, qui le font normalement. Et il y a ceux qui sont complètement blasés et qui ont des clichés sur toi, et qui sont pas là pour t'aider, qui sont juste le miroir de ce que la société pense des jeunes des quartiers. Très bonne avec mes camarades, très bonne aussi avec les enseignants. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne éducation de mes parents qui m'ont appris à respecter, à voir les gens tels qu'ils sont en tant qu'êtres humains, de donner du respect aux gens, de donner du respect à l'adulte. Donc à partir du moment où on donne du respect à l'adulte et on donne du respect aux gens, généralement ça se passe très bien. En fait, plus on est jeune, plus on se laisse entraîner facilement dans des comportements de groupe qui ne sont pas forcément toujours très constructifs. Donc même moi, ça a été mon cas au collège, où moi, au début, j'avais beaucoup de mal à appréhender en fait ma différence avec les autres, parce qu'en fait, moi, mes parents, voilà, ils me poussaient beaucoup à étudier. Ils m'avaient mis au conservatoire de Sarcelles, alors que les gens qui me ressemblaient, ils n'allaient pas au conservatoire. Et du coup, quand je croisais mes camarades de classe le mercredi après-midi ou le samedi matin avec ma guitare ou je sais pas quoi, au conservatoire, ils se posaient des questions, ils me posaient des questions. Parfois, c'était pas toujours très agréable ni très amical parce que j'étais différente. Et il a fallu gérer ça en fait très tôt. Et à un moment, la pression, elle était un peu trop forte et j'avais juste envie d'être comme tout le monde. J'avais juste envie d'arrêter tous ces trucs-là différenciants et voilà. Et d'être aussi au fond de la classe et de faire des conneries. Et j'ai eu ma petite phase comme ça. Et puis après, je suis revenue au lycée, je suis revenue dans le droit chemin, on va dire. Puis j'ai repris les études avec un peu plus de sérieux. En majorité, c'était vraiment des professeurs qui avaient envie de nous transmettre des choses, avaient envie de nous transmettre aussi des valeurs et avaient envie de nous sortir de notre quotidien et de nous pousser vers l'excellence. Voilà, donc moi c'est vraiment ce que je retiens, c'est peut-être aussi ce qui m'a donné envie de faire le métier de professeur, c'est que clairement c'est mettre sa pierre à l'édifice et transmettre des choses, transmettre des valeurs, donner aussi l'envie de réussir à des étudiants et à des élèves qui peuvent peut-être se reconnaître dans notre parcours. Honnêtement, honnêtement, écoutez les enfants, on coupera. Honnêtement oui, parce qu'écoute, à Creil, t'as toutes les tentations que tu peux avoir dans toutes les villes de banlieue et quand je te dis que l'école c'est important, malheureusement pour beaucoup d'amis ou beaucoup de personnes de mon entourage, ça l'était pas forcément. Et quand ça l'est pas, en fait, il y a une chose qui t'obsède très rapidement, c'est comment tu vas gagner de l'argent. Et comment tu vas gagner de l'argent quand tu es en banlieue, il y a beaucoup de moyens.
Il y a la drogue, il y a le vol, il y a les braquages, il y a plein de choses qui peuvent se proposer à toi. Ouais, j'étais dans des situations après très limites où ça a failli basculer dans le mal ou dans des mauvaises choses. Mais disons que après, il y a toujours eu la conscience qui a toujours pris le dessus. Ça n'a jamais été une envie d'amasser un maximum et puis de vivre avec, de s'habiller avec, de faire des cadeaux aux parents avec, ça n'a jamais été ça. Il y a du bon et du mauvais. On ne peut pas stigmatiser tout un mouvement. Forcément, dans toute chose, il y a du bien et du mauvais. J'ai envie de dire que faut savoir que, parce que moi je vais parler de la musique que je connais, qui est le mouvement hip-hop, le rap. Il faut savoir que de base, c'est un mouvement qui est revendicateur. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à la base, c'est un divertissement. Je pense que l'origine, par exemple, si on parle de hip-hop, à l'origine, c'était un discours très conscientisant, voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu le buzz, c'est devenu, ce que j'en entends, hein. C'est devenu le buzz, c'est des phrases sans queue ni tête, c'est le seul objectif, c'est de faire une punchline voilà. Moi, je me sens pas représentée, donc que ça soit dans les films, dans la musique, etc. J'ai jamais eu l'impression de me reconnaître ou de reconnaître mes frères et sœurs, mes amis, etc. C'est vraiment ce que je déplorais. C'est un message, qu'il soit bon ou mauvais, et c'est à nous de faire la part des choses. C'est comme quand on regarde un film. Quand on regarde un film, il faut savoir qu'il y a de la fiction. Est-ce qu'on va prendre tout au premier degré ? Non, je pense pas. Encore une fois, tout n'est pas bon à prendre, mais tout n'est pas à jeter en pâture. Pour moi, on envoie des mauvais messages aux jeunes. Il faut se dire que un cerveau malléable d'une personne qui est en primaire ou au collège, c'est une éponge en fait, il absorbe tout. Et à force de montrer ces clichés et de mettre en avant des fois des valeurs qui sont pas forcément bienveillantes ou intéressantes, ça pousse aussi à un certain mimétisme. Donc on a l'impression que justement on n'a qu'un seul chemin. Et moi c'est ce que je regrette en fait dans les films souvent qui mettent en avant des banlieusards, c'est que c'est souvent les mêmes clichés, que ce soit au niveau des origines, au niveau des aspirations professionnelles, sociales, etc. On a l'impression qu'il y a une seule façon de voir les choses, une seule façon d'avancer dans la vie, alors qu'on a vraiment toute une multitude de profils et de projets possibles. Moi j'aime bien le cinéma, j'aime bien le rap, d'accord. J'ai baigné dans cette culture-là. Tant quand j'étais plus jeune, le texte il m'intéressait. Le texte en fait, dans un texte de rap, forcément, si tu veux être percutant, tu vas raconter un peu ce que tu vois dans ton environnement. Donc tu vas parler de violence, tu vas parler de drogue, etc. Après, faut pas oublier que c'est des artistes. Donc toi, en tant qu'auditeur, en tant que spectateur, tu as besoin de prendre du recul aussi. Et te dire, en fait, faut pas que j'ai une lecture au premier degré. Moi, j'ai adoré regarder The Wire, qui parle de toutes ces questions à Baltimore, les Sopranos, la mafia du New Jersey. En fait, dans tous ces films, le parrain, tout ça, dans tous ces films où en fait on glorifie un peu la mafia, la drogue, le crime organisé, on le voit tous, en fait, tout le monde peut le voir qu'au final, tu vas nulle part. Tu vas nulle part, il y a un mur à un moment donné. Ça décrit une réalité en fait. C'est une réalité, et ça veut dire que ça décrit des gens qui habitent dans une cité, qui ne trouvent pas d'autres moyens, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas d'autres moyens, mais qui pour eux ne trouvent pas d'autres moyens de s'en sortir. Et puis voilà, beaucoup de rappeurs décrivent dans leurs textes une certaine photographie, mais ne sont pas forcément eux-mêmes acteurs de ce qu'ils décrivent. Maintenant, moi en tant que parent, c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends plus de recul. Et là, quand je vois, j'ai un fils de 11 ans, par exemple, qui je l'entends chanter certaines chansons. Tu sais que juste après ce qu'il va dire, il y a 2-3 gros mots et t'as pas envie de les écouter. En tout cas, en tant que papa, ça te fait un peu mal au cœur. Surtout, en plus, j'ai des filles, etc. Et dans ces clips de rap, dans ces chansons de rap, forcément, les filles, elles en prennent plein la gueule.
et les enfants, on les incite à regarder en tout cas les femmes d'une certaine manière. Moi aujourd'hui, ça me pose un problème. Ben, quelque part, on va dire que c'est surtout qu'il y a il y a pas mal de portes qui nous sont fermées à nous, jeunes de banlieue. Ça, c'est une réalité. Après, aujourd'hui, quand on dit ça, tout de suite, on va tout de suite être taxé d'avoir un discours victimaire, de machin. Mais c'est une réalité. Et moi, quand je dis ça, c'est une expérience de vie. C'est pas une histoire c'est pas quelque chose que j'ai pensé en lisant des livres. La musique ou le sport, ça peut être un vecteur de réussite pour certains, mais c'est une minorité. Il faut quand même se dire que le moyen le plus sûr aujourd'hui d'arriver à un certain objectif, c'est de passer par des études, souvent longues, d'essayer de se créer un réseau, d'essayer de se créer en fait vraiment un parcours solide. C'est vrai qu'aujourd'hui, les modèles qui sont montrés à la jeunesse en termes de réussite, ça va être des rappeurs, ça va être des footballeurs, ça va être des sportifs de haut niveau, tout ça. Mais en fait, c'est criminel de faire ça parce que même à l'échelle de toute la population française, on parle en 1%, 2% des gens qui réussissent comme ça. Et donc, montrer que ce genre d'exemple-là, bah forcément, ça fait qu'il y a des talents qui se gâchent parce qu'ils visent des trucs, voilà. Et puis, alors qu'il y a plein d'autres voies pour s'épanouir, je dis toujours, par exemple, dans ce qu'on fait avec mon asso, quand on parle avec des jeunes, si t'es passionné de sport, t'es pas obligé d'être footballeur. Passionné de foot, t'es pas obligé d'être footballeur. Tu peux être manager, communication au PSG, tu peux être le mec qui va designer les maillots, tu peux être... Il y a énormément de métiers autour de nos passions, en fait. Il faut construire là-dessus. C'est cette première année d'école de commerce quand j'étais jeune fille au père, que je devais payer mon école, que c'était compliqué financièrement, mais que c'était compliqué aussi socialement, parce que je me rendais compte que j'avais pas grand-chose en commun avec les étudiants de l'école et que je me sentais pas intéressante. Je me disais, tous les étés, ils sont allés au Sri Lanka, ils sont allés ici, ils sont allés là-bas, moi je suis allée qu'au Bled. Et en fait, cette année-là, je suis vraiment allée chercher au fond de moi ce qui faisait qui j'étais. Et je suis allée retrouver tout ce qui fait que je suis hyper fière d'être qui je suis, d'où je viens. Et jusqu'à mes 20 ans, j'avais jamais quitté la France ou le Maroc et j'avais jamais vraiment voyagé et tout. Mais ça m'a poussée à aller retrouver tout ça, à retrouver la fierté de... Déjà, que moi, je sois dans cette école, alors que rien m'a été donné, et je suis tout allée chercher, bah, je me suis dit, mais attendez, vous avez rien à m'apprendre, en fait. Genre, voilà, j'ai totalement ma place ici, et c'est peut-être moi qui ai des choses à vous apprendre, en fait. L'épreuve qui m'a forgé, c'est donc le fait qu'on m'ait refusé de poursuivre mes études dans le domaine littéraire, parce que j'ai été très passionné par les langues. Et en fait, on m'a malheureusement et heureusement redirigé vers une première STG. Et en fait, l'idée, c'est que lorsqu'on a un obstacle, il faut aller chercher un chemin à côté pour pouvoir réaliser ses rêves. En ce qui me concerne, du coup, j'ai été en STG, puis j'ai poursuivi en commerce international. Et j'ai effectué donc plusieurs stages à l'étranger, au Canada, en Espagne, à Dubaï, à Los Angeles ou New York par exemple. Et pour moi, le plus important, en fait, c'est simplement lorsqu'on a une porte qui se ferme, il y a deux autres qui s'ouvrent, mais il faut simplement se donner les moyens de réussir. L'épreuve la plus importante pour moi, ça a été de vouloir intégrer le monde du luxe et qu'on m'ait sans cesse rabâché que ce n'était pas possible. Donc moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises dans mon parcours des conseillères d'orientation, des professeurs qui m'ont dit que j'avais tous les freins possibles et imaginables pour intégrer ce secteur. Notamment le manque de réseau, le fait que je venais entre guillemets de la campagne, parce que Orléans par rapport à Paris, c'est la campagne, le fait que je venais de banlieue, que j'étais d'origine étrangère. Donc en fait, j'avais l'impression d'avoir tous les
handicap entre guillemets possible, et on me rabâchait aussi le fait que ce n'était pas possible, que je n'avais pas les codes et que je n'avais pas le réseau. Moi j'ai essayé en fait de combattre tout ça et d'avoir encore plus de force pour intégrer ce secteur-là. Donc c'était pas chose facile parce que c'est vrai que à mon domicile, dans ma famille, j'avais personne qui travaillait dans ce secteur-là, et par rapport aux autres personnes que je côtoyais lors de mes stages par exemple, on n'avait pas du tout le même vécu. On n'avait pas les mêmes épreuves, on ne devait pas affronter les mêmes questions lors des entretiens. Après mes études, je travaille et je me rends compte que j'aime pas ce que je fais. Mais vraiment, je kiffe pas. Je suis commercial, je me lève le matin. D'ailleurs, c'est une période qui m'a forgé ça. Je me lève le matin et je kiffe pas ce que je fais. Limite le soir, j'appréhende d'aller le lendemain matin au boulot. La boule au ventre, un peu à... Alors, à l'époque, moi, je suis d'un milieu où on dit que le stress n'existe pas, que c'est une maladie de blanc. Bah non. J'étais un peu stressé, j'étais un peu... voilà, quoi. Il fallait l'objectif, les résultats, la vente, etc. Je kiffais vraiment pas. Et puis, du jour au lendemain, boum, j'arrête. Je bosse plus. Je me dis non, j'y vais pas le lendemain matin. Et comme ça, sur un coup de tête. Et c'était une décision qui était à la fois dure et facile à prendre. Dure parce que on se dit mais non, mais tout le monde cherche un travail, toi tu as un travail et tu lâches. Mais à la fois en même temps j'étais en paix avec moi-même, c'est-à-dire que j'étais sûr de la décision que je prenais. C'est comme si j'avais pas peur de l'avenir et j'avais pas peur de rebondir. Et là en fait on commence à avoir ses capacités et puis je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, puisque j'ai vu que ça ne me correspondait pas, et puis au final, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Ce qui m'a aussi aidée, c'est que par exemple, quand j'ai travaillé pour un palace, j'apprenais tous les jours, parce que ce n'était pas le milieu dans lequel j'évoluais. Tout était nouveau pour moi, c'était vraiment des codes à l'opposé de ma vie quotidienne. Donc j'essayais d'absorber toutes les connaissances que je pouvais, d'essayer de parler à toutes les personnes possibles, regarder les détails, etc. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris et que j'ai pu intégrer ce domaine-là. Quand j'étais en 6e, on m'avait diagnostiqué une maladie et je me suis retrouvé du jour au lendemain à plus pouvoir marcher. Donc quand tu peux plus marcher, je me réveille un matin et j'appelle mes parents pour dire écoute maman, j'ai un problème, j'arrive pas à marcher. Donc tu as l'impression que le monde il s'écroule devant toi, quoi. Tu dis que ça va être... tu comprends pas ce qui se passe et tes parents comprennent pas aussi ce qui se passe. Donc suite à ça, j'ai été hospitalisé, il y a eu plein d'examens, on comprenait pas pourquoi j'arrivais plus à marcher. Et j'ai été déscolarisé pendant plusieurs mois, j'étais déscolarisé. À plusieurs reprises, je me suis un petit peu remise en question sur ma vie, sur mes choix, sur ce que je fais au travail. Et en fait... ce que je recommande aux personnes, c'est d'en parler, parce que la discussion est très importante, et puis ne pas réagir à chaud. Toujours se poser, peser le pour et le contre, et puis ensuite faire des choix, mais toujours de manière réfléchie. La clé de beaucoup de choses, c'est de bien s'entourer. Et voilà, que ce soit les amis, la famille, tout ça. Vraiment essayer au maximum de se libérer des gens toxiques, des gens qui te tirent vers le bas, des gens qui ne sont pas contents pour toi, des gens qui sont jaloux. Mais malgré tout, malgré cette déscolarisation, je continuais à bosser dans mon coin, je continuais à suivre mes cours, mes camarades qui me ramenaient mes cours, les cours à l'hôpital, à la maison. Et puis en fait, au final, quand je suis rentré l'année suivante au collège, j'ai pas eu vraiment de lacunes. J'ai continué, j'avais plutôt un bon niveau. Et ce que je retiens de cette épreuve, c'est qu'en fait la vie elle est vraiment très très fragile et tout peut basculer du jour au lendemain. Pour moi, la réussite, c'est d'être épanoui, en fait. De réussir d'une manière ou d'une autre à s'épanouir. C'est pas forcément que l'argent, mais c'est réussir
à se créer une vie où on se sent digne, où on se sent utile, où on a la flexibilité un peu de porter des projets si on a envie, de s'investir, de s'engager en fait. Parce que je pense qu'une vie accomplie, c'est une vie où, voilà, à un moment donné, tu sens que tu contribues à quelque chose. Il n'y a rien de pire dans une vie qu'avoir un mec qui est hyper talentueux, mais qui a utilisé que 30% de son talent. Et je pense que c'est ça. La vraie réussite, c'est quand t'as donné voilà, 100% de tes capacités, 100% de ton talent, 100% de ton envie, et que finalement t'as donné la meilleure version de toi-même. Voilà. Pour moi, c'est ça, là, c'est vraiment ça la réussite. Pour moi, la réussite, c'est avant tout être fier de ce qu'on est et de ne pas avoir honte de ce qu'on fait. Dans la société, on va dire, la réussite tout de suite, c'est bling bling, c'est obtenir c'est lié au matériel, c'est lié à l'argent, au matériel. Avoir une belle femme, une belle voiture. Mais moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc pour moi, c'est plus lié à un objectif. Le fait de faire ce qu'on aime et d'en vivre. D'être en paix avec soi-même, avec ses convictions. Tout simplement. Je sais pas. Pour moi, j'ai pas. C'est paradoxal, mais pour moi, j'ai pas encore réussi. Pour moi, j'ai pas encore. Je suis pas encore. Je sais pas, je me sens pas arrivée encore. Mais par contre, ce dont je suis fière, c'est de pas m'être reniée, en fait. Je pense que c'est tentant, et puis c'est sécurisant aussi, une fois que tu arrives quelque part, de dire non mais j'ai rien à voir avec ces gens-là, ou je sais pas, ou adopter un peu l'attitude dominante, ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, moi, je suis toujours restée très fière de qui j'étais, d'où je venais, de mes différentes identités, que ce soit femme de quartier, marocaine, musulmane, tout ça. Et en fait, de réussir à avoir déjà créé un équilibre en moi sur tout ça, genre d'être à peu près OK avec tout ça, bah, je pense que ça fait partie de mes grandes fiertés. Ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est d'avoir rendu fière ma mère. Parce que pour moi, ma mère, c'est celle qui a fait des sacrifices dans sa vie, c'est celle qui m'a porté aussi pendant plusieurs mois, celle qui a voué sa vie à mon éducation et pour moi la personne, en tout cas la chose qui me permettrait d'être pleinement heureux et satisfait de mon parcours, c'est ma mère. Mes plus grandes réussites. La première, clairement, ce serait d'éduquer mes enfants, de les aider à s'accomplir. Et puis qu'elles s'épanouissent. La deuxième, ce serait de faire aboutir les projets que j'ai entrepris, que ce soit dans le domaine associatif, qui est ma première entreprise pour moi, ou dans le domaine entrepreneurial justement, où j'ai ouvert en fait, j'ai créé une entreprise justement pour aider le moi de jadis, c'est-à-dire d'aider les personnes à trouver leur voie, de détecter des talents et de les accompagner à sublimer leurs talents. Donc j'ai créé une entreprise qui va dans ce sens-là, et une de mes plus belles réussites, c'est que ce projet aboutisse et que je vois émerger plein de talents. Et la dernière des réussites, ce serait une réussite financière qui me permettrait d'aider les personnes dans le besoin quand je le peux. J'en ai deux qui sont vraiment très intimement liés. Moi, je te parlais de rêve tout à l'heure. J'avais un rêve quand j'étais plus jeune, c'était de faire le tour du monde. Je me souviens quand je me baladais dans mon quartier, quand je regardais la lune, ou j'étais chez moi en train de regarder des documentaires, je me disais mais ça doit être juste extraordinaire de pouvoir s'envoler, aller dans des pays, découvrir des cultures que tu connais pas, sortir de cette atmosphère, de cette tour de béton, etc. Et j'avais un rêve, c'était de faire le tour du monde. Et une chose qui m'a marqué, c'est que déjà quand on était petit, j'adorais cette expérience d'aller
d'aller en Afrique, de perdre complètement tous ses repères et pendant un moment en fait t'es complètement déboussolé et tu sors de ta zone de confort. Et ensuite bah écoute j'ai rencontré ma femme à l'école, on a voyagé un peu et on s'est dit tiens ce serait vraiment génial si on pouvait faire un jour le tour du monde. J'ai posé un map monde, j'ai réuni ma femme, mes enfants, je leur ai dit écoutez on va se faire une dizaine de destinations. On a pris le globe, je l'ai posé au milieu de la table, je leur ai dit maintenant choisissez les pays où vous voulez aller. Et chacun a choisi. Bah, ma femme c'était l'Australie, ma fille voulait voir des éléphants en Thaïlande, mon fils il voulait aller à New York, Sarah elle voulait aller en Colombie, etc. Donc on s'est fait un itinéraire, un kiff de malade. Voilà, comme tu vois la publicité avec le mec qui gagne au loto et je me suis dit ça aujourd'hui on va se le faire, ça va être notre rêve. J'ai fait un restaurant de type rapide, mais c'est dans la restauration africaine. C'est-à-dire que on propose des plats d'Afrique de l'Ouest assez classiques, Tchèp, Mafé, Yassa, Aloko, donc un peu Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali. Et il y a des très très bons retours. Donc l'idée c'est de développer l'activité encore plus dans des coins où il n'y en a pas du tout. Parce que nous par exemple il y a des gens qui viennent de très loin pour venir manger parce qu'il n'y en a pas partout. Et l'idée franchement je pense que ça serait une réussite que ça se développe un peu partout. Après, même si ce n'est pas forcément mon enseigne à moi, mais comment comme on dit, ça se démocratise et que finalement que ça se développe comme la pizza et le grec, on va dire. Il y a ce rêve-là que j'ai réalisé, faire le tour du monde, mais il y a aussi, du coup, ça m'a inspiré l'écriture d'un livre. Et quand je suis revenu, déjà, ce qui m'avait inspiré, moi, de partir en tour du monde, c'est la lecture. Donc, j'avais lu beaucoup de récits de voyage. Et ce qui est formidable, c'est que quand tu as un beau récit, ça te fait vraiment voyager. La lecture, c'est vraiment ça t'ouvre sur le monde. Mes parents, pour moi, c'était des héros. Ils ont tout quitté au Maroc, ils sont venus ici pour nous donner un meilleur avenir. Je les ai vus galérer depuis Sarcelles jusqu'à maintenant, à essayer de nous faire croire que tout allait bien alors que des fois ça allait pas, et les sacrifices qu'ils ont faits. C'est mon tout, c'est mes yeux et je pense que chacun devrait trouver un modèle, une image ou une personne idéale en fait entre guillemets à atteindre. Comme je pense beaucoup de mamans en banlieue, c'est des exemples de réussite, c'est des personnes de l'ombre un peu qu'on oublie parfois, mais c'est vrai que c'est des personnes qui ont su combattre les préjugés, qui ont su justement se frayer un chemin dans une France qui ne voulait pas forcément d'eux au début. Et c'est vrai qu'elles ont su faire preuve d'abnégation et elles ont vraiment su garder leurs valeurs et nous les transmettre. Donc pour moi, c'est un peu nos stars, on va dire. Justement, pendant ce tour du monde, ce qui a été très intéressant, c'est que du coup, j'avais beaucoup de temps. Et ce temps, j'ai consacré une grosse partie de ce temps à la lecture. Et je me suis rendu compte qu'en fait, grâce à la lecture, tu pouvais avoir accès à des modèles qui étaient juste des vrais modèles, des modèles, des gens qui ont réussi dans l'économie, des gens qui ont réussi dans le sport, des gens qui ont réussi à accomplir certains rêves que toi tu as réalisés. Ma mère, mes parents, des amis. Là, d'emblée, je pense à une personne que j'admirais au départ et qui est devenue un ami, je dirais même un frère, qui s'appelle Sadia Diawara, qui a monté une association qui s'appelle Road Trip, qui a pour objectif de planter des arbres. Je fais partie maintenant aujourd'hui de cette association aussi, en plus de mon association Epsilon. Et voilà, lui, il est parti d'une idée très simple qui était de faire la route de l'immigration inversée avec un car. Et voilà, et il avait demandé à son père qu'est-ce qu'il pourrait faire justement pendant ce voyage-là. Et il lui a dit, écoute, il y a une désertification intensive en Afrique. Écoute, si tu pouvais planter des arbres, et voilà. Et donc lui, maintenant, ça fait 12 ans que ce projet existe. Et c'est une personne que j'admire beaucoup. C'est une personne comme toi et moi,
mais qui, pour moi, j'appelle ça un héros du quotidien. Donc voilà, s'il voit ce reportage-là, voilà, c'est une personne que j'admire beaucoup, Sadia Diawara, qui est devenue aujourd'hui un frère. Moi, un exemple que je donne souvent à mes étudiants, c'est que en fait, c'est comme faire un 100 mètres avec des sacs de sable. Donc en fait, nos sacs de sable, c'est tous les freins qu'on peut avoir au quotidien, notre nom, notre origine, le fait qu'on habite dans un lieu excentré, en banlieue, où justement il n'y a pas de transport beaucoup plus pratique que sur Paris, la religion, voilà, tous ces sacs entre guillemets de sable qui peuvent freiner notre réussite. Mais après, libre à nous aussi de faire les bons choix, de s'entourer des bonnes personnes et de faire en sorte d'avancer en fait dans le bon sens. Donc pour moi, on n'est pas condamné à l'échec, bien au contraire, on doit avoir encore plus de force et justement, pour rendre fiers nos parents, nos proches, essayer justement de travailler encore plus dur. Quand tu viens de banlieue, a priori, tu vis dans un territoire qui concentre pas mal d'inégalités, donc de transport, de logement, de discrimination, des écoles qui ont moins de moyens que les autres. Donc tu pars avec des handicaps en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'être issu d'une famille aisée pour réussir dans la vie. Comme j'ai dit précédemment, mon père ne travaillait pas, ma mère était femme de ménage. Elle n'a pas eu l'éducation française que j'ai eue aujourd'hui. Et quand bien même on démarre pas du même endroit avec les personnes qui ont plus de facilité, au final, on y arrive quoi qu'il en soit. C'est important de savoir que c'est plus dur, mais de faire comme si ça l'était pas. Voilà. Je retiens aussi toujours ce que ma mère me disait, c'est que lorsque les gens font un effort, il faut que j'en fasse deux pour pousser encore plus loin que ce que les autres font. Là, à l'heure actuelle, c'est de trouver, de développer une activité et de faire en sorte de dégager du temps pour pouvoir après profiter avec ma famille. Mon avenir, je le vois avec, voilà, si je devais définir mon avenir en un mot, je dirais optimisme. Je suis quelqu'un aujourd'hui de fondamentalement optimiste, qui voit toujours le verre à moitié plein. Et du coup, quand tu es dans cet état d'esprit, tout ce qui arrive, tu sais que ça va être que du bonheur. Je le vois entre la France et l'Afrique en train de développer des projets. En train de développer des projets liés à l'éducation, liés au social, à l'entrepreneuriat, à l'humanitaire. J'ai aussi le projet de créer une association, donc je suis montée en fait une équipe pour essayer de mettre en place un projet associatif pour désacraliser le monde du luxe. Donc pourquoi j'ai eu cette idée-là ? C'est parce que moi-même j'ai eu beaucoup de freins à intégrer ce milieu. On m'a dit à plusieurs reprises que je n'avais pas les codes, que c'était trop compliqué d'intégrer ce secteur, qu'il fallait énormément de réseaux. Donc c'est ce que j'aimerais apporter aujourd'hui donc aux jeunes, aux personnes de mon entourage, de banlieue, toutes les personnes en fait qui ont des freins à intégrer le secteur du luxe et de pouvoir, par le biais du mentoring, par le biais notamment de visites dans des entreprises, le biais aussi de visites culturelles, de leur donner justement ce bagage qui peut manquer et leur permettre, par le réseau, d'accéder à ce secteur-là et que ça soit plus juste pour les personnes qui sont bien nées, entre guillemets. Mon avenir, c'est toujours continuer mes efforts et puis essayer de grimper le plus haut possible dans la pyramide de la réussite sociale. Donc il n'y a rien qui est acquis. Aujourd'hui, tout peut basculer du jour au lendemain. Donc continuer à travailler, poursuivre ses efforts et puis croire aussi au futur. Peut-être là tout de suite, j'ai un peu envie de parler d'un projet sur lequel je travaille, que j'ai vraiment envie de voir grandir, sur lequel j'ai envie de m'investir. C'est mon association qui s'appelle GetUp. Vous en parler un peu plus. Ouais. Donc GetUp, c'est une asso que j'ai créée il y a 3 ans, qui a pour objectif de justement partager un peu le déclic que j'avais eu à un moment, de me dire qu'en fait on a un peu tous intériorisé dans les quartiers les clichés que les autres ont de nous.
et qu'on se dit vas-y on va pas réussir, de toute façon on sait moins bien parler, ou on a moins de culture, et sans le verbaliser forcément, juste avoir intériorisé qu'on est inférieur ou qu'on n'est pas égaux aux autres, et alors qu'en fait on a énormément de choses à apporter à cette société, qu'on a une vision du monde incroyable. On a grandi dans des quartiers où depuis qu'on a 5-6 ans on sait où sont les Comores sur une carte, tu vois, alors que c'est pas donné à tout le monde. Dans les Comores, la Chine, le Vietnam, enfin il y a de tout chez nous, on parle plusieurs langues, sans vouloir essentialiser, mais on est quand même une jeunesse qui a des choses à apporter et une vision du monde différente et des idées, de la créativité et tout. Et donc Get Up, c'est une association qui a pour objectif de faire comprendre à cette jeunesse qu'elle doit prendre sa place et l'accompagner à prendre sa place en fait. Donc Get Up, nous on veut faire émerger à la fois la prochaine start-up licorne qui va tout déchirer aux States et le prochain Nelson Mandela, parce qu'en fait il y a tout chez nous. Il y a des gens qui ont de la créativité business, il y a des gens qui vivent au quotidien des inégalités, des injustices et qui s'y attellent à bras-le-corps, tu vois. Et donc voilà, Get Up, on est là pour essayer avec le réseau, avec de la formation, avec toutes les ressources qu'on a à notre disposition, d'essayer de faire émerger tout ça et qu'en fait on ne parle plus des quartiers populaires comme un problème, mais comme la solution à ce qui se passe aujourd'hui. Faites les choses pour arriver à vos objectifs. Si votre objectif c'est de devenir astronaute, si votre objectif c'est d'ouvrir une boutique, etc., on sait qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place au fur et à mesure pour arriver à cet objectif-là. Il ne faut pas faire un constat d'échec. Ne vous dites pas que tout est joué d'avance, bien au contraire, vous pouvez créer votre parcours et il faut vous battre peut-être plus, mais au contraire ça doit vous donner une force peut-être que les autres n'ont pas. Prenez en fait tout ce qu'il y a autour de vous comme une inspiration pour avancer. Ne vous dites pas que le fait d'avoir une double culture ou de venir de banlieue, c'est forcément un handicap ou un frein. Ça peut être aussi une force que vous pouvez mettre en avant lors de vos futurs projets, lors de vos futurs entretiens. Voilà. Non, n'ayez surtout jamais honte d'où vous venez. N'ayez jamais honte de vos familles, du métier qu'exercent vos parents. Dites-vous que tout ça, ça fait aussi votre force et ça fait ce que vous êtes. Il ne faut surtout pas baisser la tête et surtout pas regarder et avoir un discours victimaire justement en se disant que tout est fermé parce que à cause de notre couleur de peau, à cause de notre origine, ou parce que voilà. C'est comme ça depuis longtemps et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et que il y a toujours... la vie c'est un combat. Donc il y aura toujours des embûches, il y aura toujours des obstacles et qu'il faut toujours se relever les manches. Moi j'ai envie de dire faut se lever, faut croire en ses rêves. Parce qu'aujourd'hui si on veut réussir dans la vie, il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça sert absolument à rien de se dire je vais réussir. En un mot, en une phrase, c'est s'affranchir des barrières mentales. Voilà, je pense que c'est ce qui fait le plus de mal, c'est de se dire... c'est de s'auto-censurer, c'est de se dire qu'on finalement on n'est pas capable parce qu'il y a des gens qui t'ont mis ça dans la tête et de se dire que toi en fait finalement tu peux réaliser tout ce que tu as envie de faire. Voilà. Ce serait le message que j'ai pris que je propose avec mon entreprise Bravus, pas de victoire sans combat. Parce que quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens de réussir. Et qu'il faut faire des sacrifices. On n'a rien sans rien. On ne peut pas se dire je vais atteindre un objectif en restant les bras croisés, en restant oisif et en restant le cul assis sur une chaise. Pour atteindre un objectif, il faut se lever, il faut marcher et voilà, il faut affronter les épreuves. Donc voilà, pas de victoire sans combat. La première chose qu'on peut demander aux jeunes, c'est de rêver, d'être curieux, d'aller au-delà de ce qu'il leur est montré, de ce qu'il leur est proposé. Ce que je disais tout à l'heure, t'aimes le foot, il y a énormément de métiers autour du foot. T'aimes la musique, il y a énormément de métiers autour de la musique et il faut essayer d'aller le plus haut possible et essayer d'aller prendre sa place parce que ces jeunes-là, ils le méritent en fait et ils ont des belles choses à apporter. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est engagez-vous, essayez l'assaut du coin, monter un projet, vous voyez un truc, un problème, essayez d'apporter une solution.
Ça va être gratifiant pour vous. Vous allez apprendre plein de trucs, vous allez développer des compétences. Mais surtout, si vous le faites pas, personne ne va le faire en fait. Voilà. Si vous étiez pas réveillé un matin en vous disant ce serait bien, en fait, on a identifié qu'il n'y a pas assez de rôle modèles qui sont montrés aux jeunes, c'est catégorisé, c'est des superstars ou rien. Et si vous vous étiez pas dit, vas-y, on va faire un truc pour ça, ce documentaire, il aurait jamais vu le jour, et peut-être, je suis sûre qu'il va inspirer énormément de gens et qu'il va avoir beaucoup d'impact positif. Donc faites, il faut faire.